Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons parler de cinéma burlesque. Oh, chouette! J'ai hâte! Bordel! Mais t'es qui? Si l'on veut parler de burlesque, il est important avant toute chose de comprendre ce qu'est le burlesque. Et c'est pourquoi cet épisode aura pour but de le définir. Premièrement, il ne faut pas confondre le burlesque cinématographique avec le burlesque américain, popularisé vers 1860 et remis au goût du jour dans les années 90 grâce au néo-burlesque, et qui est la première chose sur laquelle on tombe lorsque l'on tape burlesque dans Google. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui sont venus ici en espérant voir des nichons, mais c'est pas vraiment de ça dont on va parler. Non, ici nous allons bien parler de cinéma burlesque, porté par des grands noms tels que Charlie Chaplin ou encore Buster Keaton. Le burlesque est un genre hérité du vaudeville américain, genre de spectacle uniquement basé sur le comique de situation, dans lesquels on s'y mettait parfois joyeusement sur la gueule. Buster Keaton, qui est pratiquement né sur la scène, intégra le spectacle de vaudeville de ses parents dès l'âge de 3 ans. Son premier rôle était celui de l'enfant serpillière. Son père se servait de lui pour nettoyer par terre et le balançait ensuite au travers de la pièce. Leur show est très vite devenu connu comme le spectacle le plus dangereux de l'histoire de la scène. Il lançait son fils à travers la scène. Oui, mais on était en 1898. Et donc, le burlesque est un genre qui joue principalement sur le décalé et l'irrationnel. Il perturbe grandement la notion de réalité, car tout et n'importe quoi y devient possible. En plus de perturber notre rapport à la réalité, le burlesque perturbe notre rapport au film lui-même. Là où un film nous plonge normalement dans son univers et dans sa propre représentation de la réalité, le burlesque, lui, nous montre volontairement l'artificialité de son cinéma au travers de ses gags et cascades impossibles. C'est cette artificialité, propre au burlesque, qui déclenche le rire chez le spectateur. Ici, le cinéaste fait partie intégrante du film et peut intervenir sur l'histoire selon sa propre volonté afin de perturber la logique d'un récit. C'est donc en trompant les attentes du spectateur que le burlesque crée le rire. Dans son ouvrage Le Rire, essai sur la signification du comique, paru en 1900, Henri Bergson théorisa le concept de mécanique plaquée sur le vivant, pour définir un aspect du comique nous disant que, lorsque le comportement humain ou son corps abandonne sa fluidité naturelle pour ne devenir que mécanique, cela en devient drôle. Vous vous souvenez certainement avoir déjà ri des actions répétées de quelqu'un ayant un tic ou d'une personne tombant de manière grotesque. Ici, on ne rit pas de la personne en elle-même, mais de la mécanisation du geste et de l'aspect pas du tout naturel de la chute. Dans le burlesque, c'est le film tout entier qui se mécanise sous les yeux du spectateur, échappant à la logique et restituant une image grotesque de la société. Ceci donne au burlesque la capacité de parodier tous les genres. Il peut détourner leur code afin de servir ses propres discours. Le gag peut alors surgir de n'importe où et venir transformer le récit. Mais il ne peut se suffire à lui-même. Il est obligé de s'incruster dans l'histoire dont il va altérer le cours. S'il n'a pas une influence sur le récit, il sera juste gratuit et le gag ne fonctionnera pas. Dans les temps modernes de Charlie Chaplin, sorti en 1936, Charlot est accidentellement pris pour un leader syndical lors d'une manifestation et il sera envoyé en prison après que celle-ci soit dispersée par les forces de l'ordre. Si le gag du drapeau n'avait pas conduit à l'emprisonnement de Charlot, mais juste à son passage à tabac sans vraie conséquence, il n'aurait eu aucun intérêt. La thématique principale du burlesque est la société. Pour reprendre une fois de plus Henri Bergson et son ouvrage sur le rire, il dira « Vivant en elle, vivant par elle, nous ne pouvons nous empêcher de la traiter comme un être vivant. » Et le burlesque a bien compris ça. Il s'attaque à la société et à ses classes. Il joue sur le défaut, les grossit, les détourne. Il n'épargne rien. Il se moque de tout ce qui peut être moqué. Autre élément particulier du burlesque, les objets. Ils ne sont pas en reste dans l'univers du burlesque et sont souvent détournés de leur fonction utilitaire et sociale première. Dans la lignée de l'artificialité et de l'imprévisibilité du burlesque, un simple objet peut devenir un rempart à la progression du héros en le résistant passivement. Mais parfois, le héros burlesque peut lui-même détourner les objets de leur fonction et s'en servir à sa manière. Et je pense que le meilleur exemple de tout ça se situe dans un court-métrage de Buster Keaton, L'Épouvantail, où au début on découvre une maison où tous les objets à l'intérieur ont une double fonctionnalité et où ils s'arrangent les uns les autres dans un sublime ballet mécanique. Je viens de vous parler de héros burlesques. Il s'agit du dernier point que j'aimerais aborder, et il me semble être celui qui fait réellement la différence entre ce qui est burlesque et ce qui ne l'est pas.
Le héros burlesque, tout comme le genre auquel il appartient, occupe une place particulière qui ne permet pas de le comparer à un héros de cinéma classique. Premièrement, le héros burlesque ne possède pas de réelle caractérisation psychologique. Il n'apprend pas, ne change pas, n'évolue pas. Les actions qu'il réalise d'un film à un autre ne vont en aucun cas le transformer, il restera toujours le même personnage. Dans un de ses articles dédiés au cinéma burlesque, Fabrice Revaud-Dallon dira « Un inadapté qui peut donc s'adapter à tout métier, tout milieu social, toute situation, cependant qu'il demeure inaliénable. » Le héros burlesque n'appartient à aucune classe sociale. Tantôt ouvrier, tantôt agent de police, il ne fait qu'évoluer dans une société lui étant généralement hostile. Il n'est pas l'incarnation des désirs ou des peurs du spectateur, mais l'incarnation des désirs et de la volonté de son créateur, et il le restera tout le long de son existence. Tout cela rend l'identification du spectateur au héros burlesque tout simplement impossible. Il fait partie d'une réalité bien à lui, trop différente pour nous permettre de nous y reconnaître, mais suffisamment semblable pour nous toucher et nous faire rire. Porte-parole des marginaux et des laissés pour compte, le héros burlesque donne une voix à ceux que la société ne reconnaît pas. Ce premier épisode touche maintenant à sa fin, et il me semblait important d'introduire le burlesque avant d'aller plus loin. Bien qu'il n'existe plus en tant que tel aujourd'hui, il a laissé un grand héritage au cinéma actuel, que ce soit au niveau de la construction des gags et de certaines références visuelles, qu'au niveau de l'empreinte contestataire qu'il a pu laisser. Le burlesque s'est très tôt voulu critique des inégalités sociales en faisant passer ça au travers du rire, et ça lui a souvent valu de passer pour de simples blagues de tarte à la crème. C'est pour ça que j'avais envie de créer cette série. Je voulais partager mon amour du burlesque et parler des artistes qui, aujourd'hui encore, me font le plus rêver. Mais j'avais surtout envie d'analyser avec vous ce genre qui aura à jamais laissé sa marque dans l'histoire du cinéma. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite où nous parlerons de l'un des pionniers du burlesque. Oh, on va parler de Charlie Chaplin. Non, pas exactement. Mais pour de vrai, t'es qui? Parce que tu me fais un petit peu peur en fait. Moi? Mais je suis ta conscience. Mais c'est complètement con.